17h15 à Rabat, nous sommes encore ensemble dans ce carrefour d'informations. Voici les principaux titres de l'actualité. À la une de cette édition, les résultats du baccalauréat au Maroc. Plus de 156 000 candidats scolarisés ont obtenu le précieux sésame. Ils ont réussi leur baccalauréat au titre de la session ordinaire de juin 2017. Le taux de réussite est de 50,28%. Et en Algérie, aujourd'hui, c'est le grand oral du Premier ministre. Il présente aujourd'hui le plan d'action du gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale. Quels sont les grands axes de ce plan? La réponse dans un instant avec notre correspondant à Alger. Et en fin de journal, cette nouvelle découverte, la Terre ne sera pas la seule planète habitable. Le télescope spatial Kepler a repéré 219 nouveaux mondes. 10 d'entre eux sont d'une taille proche de celle de la Terre. Les détails dans quelques minutes. Fin de suspense pour plusieurs élèves et familles marocaines. Plus de 156 000 candidats scolarisés dans l'enseignement public et privé ont réussi leur baccalauréat au titre de la session ordinaire de juin 2017, soit un taux de réussite de 50,28% contre un peu plus de 49% en 2016, une hausse de 1,13% selon le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Près de 53% des candidats scolarisés dans les branches scientifiques et techniques ont réussi leurs examens contre 46,3% pour les branches littéraires et originelles. Toujours selon le ministère de tutelle, les cas de fraude ont enregistré une baisse de 53% par rapport à la même session de l'année dernière. Le ministère a salué l'engagement de l'ensemble du personnel de l'éducation et de la formation pour la réussite de toutes les étapes de cette échéance nationale. Et on reste au Maroc pour annoncer la création de 2 nouveaux fonds de développement, 2 fonds destinés aux régions verront le jour. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef de gouvernement Saad El Othmani devant la Chambre des représentants. Il s'agit d'un fonds de solidarité entre régions et d'un autre de mise en valeur des régions. Ils seront dotés d'un montant de plus de 5 milliards de dirhams. Ces 2 organismes s'ajouteront à celui déjà existant du développement du monde rural. L'État a décidé d'y injecter en 2016 55 milliards de dirhams durant les 7 prochaines années. Je vous propose d'écouter à ce sujet Saad El Othmani, chef de gouvernement. Sur le fond, la cause de l'égalité des chances repose sur le principe que toutes les régions profitent de la croissance. Il est vrai que dans certaines régions, la santé et l'éducation ne sont pas bons. Il y a un retard dans les infrastructures. Du coup, nous avons rassuré les parlementaires sur les programmes élaborés dans ce sens, afin de donner plus d'attention aux régions qui en ont besoin. Et on quitte le Maroc pour l'Algérie voisine. C'est le grand oral du Premier ministre Abdelmejid Tebboune. Il présente aujourd'hui le plan d'action du gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale. Les travaux de la PN se poursuivent en 2 séances. La première à 10h, heure locale. Elle a été consacrée à l'adoption de la liste des vice-présidents. Dans la deuxième, ce soir, à 22h, le Premier ministre présentera le plan d'action du gouvernement conformément à l'article 95 de la Constitution. Les travaux continueront les mercredis et jeudis avec un débat général selon un communiqué. Et à travers ce plan d'action, l'exécutif algérien tentera d'améliorer le pouvoir d'achat, protéger l'économie nationale et rationaliser les importations. Pour en parler en détail, on part en Algérie où nous attend notre correspondant Faisal Metaoui. Bonsoir Faisal. Bonsoir. Alors l'actualité à Alger justement, c'est ce grand oral du Premier ministre. Quels sont les grands axes du plan d'action du gouvernement? Absolument, c'est le plan d'action du gouvernement qui va être présenté ce soir à 22h heure algérienne, 21h en temps universel, à l'APN, chambre basse du Parlement. Les grandes lignes, vous l'avez déjà évoqué, c'est les questions économiques. C'est un gouvernement qui va affronter les contraintes économiques. L'Algérie a perdu 70% de ses recettes pétrolières durant ces 3 dernières années et le gouvernement Abdelmejid Tebboune va donc essayer de appliquer et continuer certains projets qui sont prioritaires, notamment la poursuite de la réforme dans le secteur de l'éducation, l'amélioration de la situation sociale pour notamment les chômeurs, et l'un des projets aussi importants de ce plan d'action du gouvernement, c'est le logement. Le Premier ministre Abdelmejid Tebboune a été
pendant longtemps ministre du Logement et de l'Habitat, il connaît parfaitement le secteur et donc pour lui, c'est l'une des priorités de ce plan d'action. En plus, bien sûr, de l'amélioration des cadres de vie, de la nécessité de poursuivre certains projets, notamment dans les régions reculées, en matière de routes, en matière de barrages, etc. Mais il faut noter que c'est un gouvernement qui a une durée de vie très limitée, parce que c'est un gouvernement qui ne vivra que 18 mois. Les élections présidentielles algériennes sont prévues en 2019. Donc il y a dans les priorités, déjà d'autres priorités pour le plan d'action qui va être détaillé pendant 3 jours à la Chambre basse du Parlement. Merci beaucoup Faisal Metaoui pour toutes ces informations. Vous étiez avec nous en direct depuis Alger. Nous sommes le 20 juin. Le monde célèbre aujourd'hui la journée des réfugiés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, leur nombre atteint fin 2016 le chiffre historique de 65,6 millions dans un monde où chaque jour la violence force des milliers de familles à fuir leur foyer. C'est le moment pour la communauté internationale de se montrer solidaire avec les réfugiés. C'est un message des Nations Unies. Salma Saïdi nous en dit plus. Depuis 2001, chaque 20 juin est consacré Journée mondiale des réfugiés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre des personnes déracinées à travers le monde à la fin 2016 est de 65 millions, un nombre supérieur à la population du Royaume-Uni. Au cours de l'année dernière, une moyenne de 20 personnes ont été chassées de leur foyer toutes les minutes, ce qui représente une personne toutes les 3 secondes. On June 20, World Refugee Day, en cette journée mondiale de réfugiés, nous honorons la résistance et le courage de près de 65 millions de personnes qui ont été forcées de fuir la guerre et la violence dans leur pays. C'est aussi un moment de reconnaissance envers les peuples qui accueillent ces réfugiés et ces migrants, en leur offrant un endroit sain et sécurisé et en les accueillant dans leurs écoles et au sein de leur société. Offering them a safe place and welcoming them in their schools, their workplaces, their societies. Tous les réfugiés sont des migrants, mais tous les migrants ne sont pas des réfugiés. Toujours selon le HCR, le nombre des réfugiés serait de 22,5 millions de personnes. Pour la plupart, ils sont originaires des pays du Proche et du Moyen-Orient. D'abord la Syrie, l'Afghanistan et puis le Soudan du Sud, en 3e place de ce sombre classement. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons perdu nos maisons. Nous ne trouvions plus de quoi se nourrir. Nous étions obligés de venir ici. Au-delà des chiffres, ce 20 juin, Journée mondiale pour les réfugiés, permet aussi de rappeler le parcours et les histoires de ces combattants. C'est un très fragile espoir de paix et de répit pour les civils en Centrafrique. S'est levé aujourd'hui avec la signature d'un accord de paix. Objectif affiché, éviter l'embrasement généralisé redouté par les Nations Unies depuis la reprise mi-mai des violences communautaires. 13 groupes rebelles ou milices ont paraphé avec les autorités cet accord, un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire. Plusieurs tentatives de médiation africaine ont déjà tenté de pacifier ce pays de 4,5 millions d'habitants, dont 900 000 déplacés et réfugiés du fait du conflit. Au Burkina Faso, la recherche de la vérité sur l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara se poursuit. La contre-expertise réalisée sur les restes présumés de l'ancien président tué en 1987 lors d'un coup d'État n'a permis d'observer aucun profil génétique. C'est ce qu'a annoncé hier l'un des avocats de la famille Sankara. Les corps présumés de l'ex-président et de ses 12 compagnons tués avec lui ont été exhumés fin mai 2015. Les enquêteurs voulaient déterminer avec certitude l'identité des victimes et de lever le voile sur les circonstances de leur mort. Les ADN n'étaient pas détectables selon les premiers résultats de ces tests, mais la famille Sankara a contesté ces résultats et ordonné en juillet 2016 une contre-expertise réalisée en Espagne. Parlons maintenant d'un véritable phénomène de société. World Vision, une ONG humanitaire internationale, révèle un chiffre effarant. Au moins 15 millions de filles sont données en mariage dans le monde, au Sénégal et plus exactement dans la capitale Dakar. Élèves, acteurs et décideurs se penchent sur la question. C'est un reportage d'Amadou Sabarba et Christian Camoni. Une fois n'est pas coutume, des enfants à la place de leurs professeurs pour aborder leur avenir. Comment le comprenez-vous? Le mariage des enfants est une réalité en Afrique et dans le reste du monde,
C'est pourquoi ces pupilles disent non à ce phénomène qui influence la scolarisation de la jeune fille. Je pense que le mariage de l'enfant à l'âge de 13 ans, c'est pas bon. Parce qu'il y a des grossesses précoces. On doit sensibiliser les parents. Pour éradiquer le mariage de la jeune fille d'ici 2030, des recommandations résumant le plaidoyer de ces enfants ont été élaborées. Il s'agira entre autres de travailler à l'élaboration et à l'harmonisation à court terme d'un cadre de suivi pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous, à World Vision, nous sommes favorables à cette participation de l'enfant parce que c'est important et c'est d'ailleurs une des stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour mettre fin au mariage d'enfants, faire en sorte que les enfants soient eux-mêmes capables de se défendre et de défendre leur père. À l'instar de plusieurs pays africains, le Sénégal a déjà franchi la ligne rouge dans le non-respect des droits de l'enfant. En revanche, des stratégies ont été mises en place pour inverser la tendance. Aujourd'hui, il y a nécessité d'harmoniser la législation dans la mesure où, dans notre loi fondamentale, la jeune fille est autorisée à se marier dès l'âge de 16 ans, alors que le garçon devra attendre jusqu'à l'âge de 18 ans. Ce sont au moins 15 millions de filles, dont 7 millions, qui sont soumises au mariage précoce à l'âge de 18 ans dans le monde. Un chiffre alarmant et peu flatteur selon une étude de World Vision. Et puis au Portugal, un avion canadair s'est écrasé aujourd'hui dans le centre du Portugal en luttant contre les incendies dans la région de Pedro Gao Grande, une région ravagée depuis samedi dernier par un gigantesque feu de forêt. Depuis dimanche, 11 avions de lutte anti-incendie ont été dépêchés par l'Espagne, la France et l'Italie. Et rappelant que le roi Mohamed VI a adressé hier un message de condoléances et de compassion au président de la République portugaise suite aux violents incendies de forêt. On vous en parlait hier, un attentat manqué a été perpétré sur les Champs-Élysées à Paris. C'était hier par un homme de 31 ans. Il a foncé avec sa voiture sur des gendarmes. La police antiterroriste française a été saisie. 4 membres de sa famille, ou de la famille de l'assaillant mort hier, ont été placés en garde à vue selon une source judiciaire. L'ex-épouse d'Adam Dzaziri, son frère et sa belle-sœur ont été interpellés hier en fin d'après-midi lors des perquisitions au domicile de cette famille près de Paris. Le père de l'assaillant a été à son tour placé en garde à vue dans la soirée alors qu'il se présentait au domicile. Selon une source proche de l'enquête, l'assaillant a laissé une lettre testament dans laquelle il prête allégeance au chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi. On reste en France et on parle politique à présent. Sylvie Goulard et Richard Ferrand jettent l'éponge. Ils ne continueront pas l'aventure. Les 2 ministres français ont renoncé à leur poste sur fond d'affaires judiciaires, alors que le nouveau président Emmanuel Macron constitue un nouveau gouvernement. Sylvie Goulard ne souhaite plus participer au gouvernement conduit par le Premier ministre Édouard Philippe. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à la surprise générale. Le président Emmanuel Macron a accepté ses démissions. Et hier soir, c'est Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, qui a accepté à la demande du président de renoncer à ses fonctions. Richard Ferrand est visé par une enquête préliminaire de la justice française pour des soupçons de favoritisme bénéficiant à sa femme dans une opération immobilière. C'est une première dans l'aviation marocaine. Si vous êtes à Fès et vous voulez aller à Marrakech par avion, vous aurez bientôt cette occasion. Air Arabia se renforce dans le royaume. Elle a lancé officiellement sa base de Fès et inauguré ses 8 nouvelles routes, dont le Fès-Marrakech. Air Arabia, en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme, veut rendre la ville de Fès accessible au départ de différents marchés émetteurs: Barcelone, Londres, Gatwick, Bruxelles, Lyon, Strasbourg, Rome et Amsterdam. Ces routes seront opérées à raison de 2 fréquences hebdomadaires chacune. Le Fès Marrakech sera lui assuré 3 fois par semaine. Ambiance ramadanesque dans cette édition. Tout au long de ce mois sacré, l'Office des foires de Casablanca organise des journées commerciales pour dynamiser l'activité de la métropole. Pour beaucoup de commerçants, ce rendez-vous annuel est l'occasion de générer plus de bénéfices. Plus de détails dans ce reportage signé Essam Labbari sur un récit de Férouz Bentalb. Grande affluence à la foire internationale de Casablanca durant ce mois de Ramadan. Près de 200 exposants réservent leur place au sein de ce grand espace commercial.
L'office qui organise cette foire ramadanesque considère cet événement comme un moyen de dynamiser l'activité commerciale de la ville. L'office des foires de Casablanca organise la foire commerciale de Casablanca parce que c'est la seule foire commerciale durant toute l'année. Nous organisons sur toute l'année des foires et des salons sectoriels pour les professionnels. Le mois de Ramadan est l'occasion pour organiser une grande foire commerciale où l'on accueille en priorité les produits de l'artisanat, les produits du terroir et certains produits relatifs à l'ameublement. Avec cela, nous accueillons aussi un certain nombre de pays africains qui participent. Et ils participent par des produits du terroir. Et aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'Africains. L'objectif aussi n'est pas un objectif de bénéfice. C'est un salon nous sommes un organisme public, nous ne recherchons pas le bénéfice. Par contre, ce que nous recherchons, c'est la valorisation du produit. Pour les salons sectoriels, c'est la valorisation de l'offre nationale conformément aux stratégies sectorielles. Ici, c'est la valorisation du produit qui n'a pas la chance d'être présent dans les salons internationaux, mais qui peut être commercialisé au grand public. Dans cet espace, les produits se distinguent par leur variété. Entre vêtements, meubles de maison ou autres, la présence de quelques coopératives des différentes villes du Maroc est l'un des faits marquants. Des coopératives spécialisées dans la vente de produits cosmétiques et alimentaires naturels de marques déposées, ce qui garantit leur qualité. En plus des coopératives nationales, cette foire est marquée également par la participation de quelques pays asiatiques et africains. Nous avons exposé dans les autres pays, en Afrique, à Dakar, à Abidjan, et on a rencontré les entrepreneurs marocains. Et ils nous ont invités pour participer, pour venir au Maroc. Selon quelques commerçants, les ventes durant ce mois sacré à l'occasion de la foire peuvent égaler celles de 2 ou 3 mois de l'année. Une des raisons principales qui les pousse à participer régulièrement à cette foire qui se poursuit jusqu'au 25 juin. Et avant de clore cette édition, voici une découverte impressionnante. Le télescope spatial Kepler a livré une moisson de nouvelles exoplanètes. La NASA, l'agence spatiale américaine, a donc annoncé le repérage de 219 nouveaux mondes, dont 10 sont des planètes telluriques d'une taille proche de celle de la Terre et se trouvent dans la zone habitable autour de leur étoile. Cette bonne distance par rapport à leur Soleil doit autoriser la présence d'eau liquide à la surface de ces planètes. L'eau, un facteur clé pour l'émergence d'une quelconque forme de vie. Avec ces nouvelles candidates, ce sont au total plus de 4000 exoplanètes qui ont été découvertes par Kepler, le télescope mis en service. Et comme chaque mardi, j'ai le plaisir d'accueillir Jalal Bouzrara pour la chronique sportive. Bonjour Jalal. Bonjour Manal, Kidera Ramadan. Alhamdoulilah. Ça va? Ça va, merci beaucoup. Ça va, on supporte la soif et la faim. Voilà. Merci beaucoup Jalal. Alors on va commencer avec les compétitions africaines des clubs, avec ce soir la Ligue des Champions et ce match du Wydad de Casablanca face à l'Ahli du Caire. C'est surtout le match the match à ne pas perdre pour le Wydad de Casablanca. Et je vais même aller plus loin, c'est le match à gagner parce que le Wydad est dans une situation très compliquée en Ligue des Champions. C'est l'un des objectifs prioritaires du club cette saison qui a été, on le rappelle, sacré champion. Mais le Wydad n'est pas au mieux de sa forme. Le Wydad reste sur 2 défaites dans cette Ligue des Champions, 2 défaites. Il est vrai, en déplacement, c'est en Zambie contre Zanakos et en Égypte face à l'adversaire ce soir, Al-Ahli du Caire. S'il faut réagir, s'il faut se remettre sur les bons rails, c'est ce soir. Et le match débute à 23 h. Ça sera au complexe Mohamed V. Et bien sûr, on attend l'assistance des grands jours, car le Wydad compte énormément, Manal, sur ses supporters pour franchir cette étape et relever ce défi. Mauvaise nouvelle quand même pour les Wydadis, ils seront privés des services de leurs meilleurs joueurs, de leurs meilleurs buteurs. L'attaquant libérien William Djebor, meilleur buteur de la Botola Pro Maroc Télécom, et qui ne pourra pas participer à ce match. Il est parti au Libéria pour les funérailles de sa mère. Également absent, un joueur très important aussi pour le Wydad, le capitaine Brahim Naqash. Mais tout ça, les Wydadis, il faudra qu'ils les oublient
il oublie tous les problèmes. Houssine Amout et les siens se doivent de l'emporter pour le grand bonheur de leurs supporters, dont fait partie le réalisateur de cette édition, bien sûr, notre ami Abdelrazak. Et Jalal, en Coupe de la CAF, le représentant du Maroc, le FUS, se produit à Tunis. Ouais, le FUS qui joue contre le club africain, vainqueur il y a 2 jours, samedi, de la Coupe de Tunisie. Ils sont sur une bonne dynamique, les joueurs du club africain, qui aussi sont obligés de l'emporter face au FUS. Le FUS qui occupe la tête du classement de ce groupe avec la formation ougandaise de Kampala City. Le FUS de Rabat qui espère de son côté, pourquoi pas, réaliser un exploit, l'emporter à Tunis face au club africain, club que la formation Arbati a battu il y a 2 semaines ici même à Rabat. Pour Walid Regragui, c'est un rendez-vous très important parce que l'équipe du FUS espère, à travers cette participation en Coupe de la CAF, oublier une saison qui a été pour le moins chaotique cette année en Botola Pro Maroc Télécom. Et on enchaîne, Jalal, avec la Coupe des Confédérations en ce moment en Russie, une répétition générale avant le mondial, un an avant le mondial, comme veut la tradition. C'est une occasion, Manal, pour la Russie, pour montrer un petit peu qu'elle est prête, pour savoir où elle en est, pour savoir où sont les problèmes, les derniers réglages à effectuer. On regarde des images de la cérémonie, la belle cérémonie d'ouverture de cette Coupe de la Confédération. Mais n'exagérons rien, les enjeux sportifs de cet événement, de cette Coupe des Confédérations, n'a rien à voir avec ceux de la Coupe du Monde. Je rappelle juste, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu, qui ne sont pas des spécialistes de football, que la Coupe de Confédération, je ne parle pas de vous, je sais que vous maîtrisez maintenant de plus en plus parfaitement. Je deviendrai aussi conseillère. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous pour me conseiller pour la prochaine saison du club. Donc, la Coupe des Confédérations, c'est le champion d'Afrique, le champion d'Asie, le champion d'Europe, le champion de la CONCACAF et le champion d'Amérique du Sud, plus le champion du monde cette année, l'Allemagne. Et on revient, Jalal, avant de se quitter, sur l'affaire Ronaldo. On en parlait d'ailleurs dans la chronique de la semaine dernière. L'affaire du Real Madrid est soupçonnée d'évasion fiscale et son club ne veut pas se séparer de lui. D'ailleurs, Zinedine Zidane fait de son mieux pour le retenir. Et aujourd'hui, ou plutôt le 31 juillet, Ronaldo est convoqué pour mise en examen. Voilà, donc Ronaldo, la nouveauté par rapport à la chronique de la semaine dernière, c'est que maintenant, il menace de partir. Partira pas. C'est une véritable bouderie pour Cristiano Ronaldo. Et il y a 2 scénarios. Et dans les 2 scénarios, moi, j'estime que le Real Madrid est perdant. Qu'il reste, qu'il parte, et c'est une énorme perte pour l'équipe du Real Madrid. C'est vraiment un joueur exceptionnel. On lui a dit 4 clairement, ballons d'or. Oui, lui, il aurait, pas officiellement, selon des médias, selon le quotidien Abola, le quotidien portugais, il aurait déclaré, en tout cas à ses coéquipiers, que ça y est, il allait partir parce que il estime être traité comme un délinquant en Espagne et lâché par son club. Donc il y a 2 scénarios. Il part, et franchement, ce serait une énorme perte pour le Real Madrid. Qu'il reste, et ça aussi c'est un problème parce que Cristiano Ronaldo entend aussi faire monter les enchères. Pourquoi pas signer un nouveau contrat et gagner plus d'argent. Hier, il a eu un soutien de poids parce que hier, il y a eu l'élection, en tout cas tranquille, du président, la réélection du président Florentino Pérez, qui a démenti toutes ces informations. Il a dit, bon, je n'ai pas encore parlé à Cristiano Ronaldo, mais pour nous, Cristiano Ronaldo va rester comme tous les autres joueurs du Real Madrid. Je pense que cette fois-ci, parce qu'il avait menacé plusieurs fois de partir, et il y a plusieurs clubs qui sont un petit peu manifestés, comme Manchester United, où il évoluait jusqu'à l'année 2009 avant de rejoindre le Real Madrid, comme Chelsea, comme le Paris Saint-Germain. Il y a eu des infos aussi sur le Bayern de Munich, mais le Bayern a démenti ces informations. Donc tout ça pour mettre un peu plus de pression sur le Real Madrid. Et le fisc réclame quand même, en tout cas lui reproche d'avoir omis de payer 14,7 millions d'euros. Et lui, cet argent, il ne veut pas le payer, notre ami Ronaldo.
Alors, Jalal, avant de se quitter, comme chaque mardi, l'essentiel du menu ce soir dans le club. Alors, dans le club, ça sera déjà l'avant-dernière édition du club, avant les vacances. Je vous parlerai aussi de la prochaine édition. C'est une émission spéciale, un entretien exclusif avec Mehdi Benatia, l'ancien capitaine des Lions de l'Atlas, le joueur de la Juventus. Ça sera mardi prochain. Interview réalisée par Fouad Hannaoui. Cette semaine, ce soir, à 22 h. Et je sais que vous allez être devant votre petit écran, n'est-ce pas? C'est sûr. Hein. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais devant mon petit écran. Voilà, exactement. Je vous crois, je vais pas vous poser des cols. Non, mais je vous dis la vérité. Je vous crois. Donc ce soir, on va parler de beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées dans cette chronique. Ouais. Eh bien, la Coupe des Confédérations, l'arbitrage vidéo, introduit justement pour la première fois dans une compétition majeure de la FIFA. Et puis, on reviendra sur ce bras de fer entre certains joueurs et leur club. Le cas de Ronaldo avec le Real Madrid, le cas de Marco Verratti, le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain, qui lui annonce vouloir rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Voilà. Merci beaucoup Jalal pour toutes ces informations. Voilà pour ce rendez-vous d'actualité dans un instant. L'invité culturel avec Hanan Harrat. Très bonne suite de programme sur notre antenne.